Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je démarre ce carnet de bord avec vous. Au niveau de mes lectures, je suis actuellement en train de lire sur ma liseuse Kobo. Je suis en train de lire Les Trois Dahlias de Katie Watson, traduit de l'anglais, donc de l'anglais américain. Et c'est un cozy mystery qui va paraître chez Le Cherche Midi mais qui va paraître que cet automne. Donc je peux pas vous en parler, pas vraiment vous en parler, je peux pas vous en dire grand chose. Ce n'est autre que c'est ma lecture en cours de la semaine et voilà, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Je peux pas trop vous parler du résumé et tout encore. Sinon en audio je suis sur le Henri Lovenbruck, l'assassin de la rue Voltaire, qui est vraiment pas mal. Et sinon j'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Je suis en train de charger mon iPad parce que ce soir j'ai un book talk avec la team thriller du Cherche Midi pour parler de ce tome 2, donc des meurtres pour lâcher prise de Kirsten Dunst, et ça se passe sur Discord avec l'équipe. Donc je mets tout ça en charge pour ce soir, d'ailleurs ça va commencer dans 20 minutes, donc il faut que je me dépêche. On est d'une énergie folle aujourd'hui. J'ai reçu 2 paquets dont un qui me vient de chez Lattès le Masque. Mais c'est un petit colis. Ah ok. Donc, alors c'est le catalogue de la rentrée littéraire. N'hésitez pas à me dire si un ou plusieurs livres vous tentent. À bientôt, Juliette. Le catalogue de la rentrée littéraire. Trop bien. Ouh là 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 là, on va faire des croix. Alors, Antoine Albertini, Nicolas Delessal, Carole Five, Julie Héraclès, Lise de Harme, ah non, Nicolas Ferge, pardon, Hermal Meta et Aïcha Béchir. Bon, je vais regarder ça. En tout cas, le fascicule est très beau. Bravo. Et donc la rentrée littéraire de Lattès le Masque. Très élégant ce fascicule, bravo. Donc je vais regarder ça tranquillement, merci beaucoup à Juliette. Et j'ai reçu un autre paquet quand on parle de la rentrée littéraire. De Alary. Je pense savoir ce que c'est. Oui. Alors c'est le tout dernier roman, tout nouveau roman, de Florent Oiseau, Tout ce qui manque. J'avais beaucoup aimé son premier roman, le deuxième un peu moins, je crois que je l'avais abandonné d'ailleurs. Mais j'avais beaucoup aimé le premier, qui était quelque chose comme les Magnolias. Et donc du coup, celui-ci, Tout ce qui manque, va paraître... voilà, c'était les Magnolias que j'avais bien aimé. Et après, je sais plus. Ah, Les fruits tombent des arbres, ça doit être ça que j'avais un peu abandonné. Alors celui-là sort le 17 août. Et alors de quoi ça parle? Le projet m'apparaissait évident. J'utiliserais le village pour tisser un décor, raconter une histoire en apparence inoffensive mais avec cette fois un but bien précis. Dire entre les lignes tout ce que j'avais cru malin de taire. Anna, tu n'es pas juste une infirmière. Anna, tu n'es pas une colocataire. Anna, tu n'es pas une habitude. T'aimer est ma première certitude. L'avoir mal fait en est la deuxième. Vouloir écrire un livre pour inverser le cours de notre histoire en est la dernière. Roman de la rupture amoureuse, cahier du pays natal, tout ce qui manque fait le point sur tout ce qui compte. À la manière d'un John Font d'Intercité, Florent Oiseau ajoute à sa plume une pointe de mélancolie dont le sarcasme flegmatique émeut autant qu'il réjouit. Bravo pour ce résumé qui fait très envie. J'aime beaucoup la comparaison à John Font, dont j'avais lu d'ailleurs un livre, le premier je crois. Voilà, bah écoutez, voilà tout ce qui manque. C'est aussi tout ce qui compte effectivement quand on se rend compte qu'on a perdu quelqu'un, qu'on est peut-être loin de chez soi, de nos habitudes. C'est là qu'on se rend compte que c'était important. Et c'est peut-être un petit peu ça dont il est question ici. J'aime beaucoup sa plume parce qu'elle est à la fois très trash, très sarcastique, drôle
mais en même temps d'un humour assez noir. J'avais beaucoup aimé, j'avais un bon souvenir de cette plume. Donc merci beaucoup à Larry. Et voilà, j'avais vu que j'avais une petite dédicace. Estelle, j'espère que tu aimeras cette histoire d'amour, d'oubli, de chien, de souvenirs, de regrets et d'espoir. Affectueusement. Bon, bah ça promet, mon premier roman de la rentrée littéraire, du coup, reçu, ce sera Florent Oiseau. Merci beaucoup à Larry, merci beaucoup à Florent, et voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. 2 petits catalogues, mais ça y est, on rentre dans la rentrée littéraire. Alors moi, je suis pas une féerie de rentrée littéraire de septembre. J'avoue que j'ai plutôt un coup de cœur pour la rentrée littéraire de janvier, la rentrée littéraire d'hiver qui est moins importante parce que c'est pas vraiment celle qui donne tous les prix littéraires les plus amazing, mais pour moi elle est souvent plus qualitative et plus sincère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu moins élitiste, un peu plus sincère, mais ce n'est que mon ressenti. Et puis bah voilà, surtout que ça ne rentre pas en compte bien sûr pour ces livres, notamment ces jeunes auteurs que je trouve toujours très pertinents. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, moi je vais vous laisser parce que j'ai le Discord dans 20 minutes. Et voilà. Je vais aller me faire un petit apéritif. Comme ça, je serai prête. À plus. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je viens de me faire un café parce que ça vient tout juste de se couvrir. Au niveau du temps, j'ai travaillé ce matin sur ma terrasse. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. J'arrive à dormir la nuit un petit peu, donc je vais mieux. Trêve de plaisanterie, hier je me suis endormie assez tôt, malgré mes réveils nocturnes, j'ai quand même pu bien me reposer, sauf que j'ai pas beaucoup lu. Je vais commencer là, j'ai je suis très désorganisée sur ce mois parce que j'avais programmé 2 lectures communes cette semaine en même temps. Bien sûr c'est 2 petits pavés quoi, donc pas du tout pratique, et en plus je suis en pleine lecture des 3 Dahlia que j'adore, et en fait principalement, il faudrait que je mette de côté les 3 Dahlia, que je reprenne la semaine prochaine, c'est pas un souci. C'est cette lecture-là que j'ai envie de lire. Du coup, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Après, les 2 autres livres me font très envie. Mais il y en a un des 2 qui est un peu style Cozy Mystery, donc j'ai pas envie de me mélanger les pinceaux. Donc je les ai dehors, je vais vous les montrer. Mais voilà, donc je suis un peu désorganisée, c'est un peu flou. Ce soir j'ai un dîner d'anniversaire, donc je pourrais pas lire. Entre midi et 2, je pourrais pas lire non plus parce que je vais devoir aller chercher un cadeau d'anniversaire. Donc j'ai pas avancé grand chose quoi. Donc voilà, donc je mise sur mon week-end pour lire et rattraper tout ça, mais je ne sais pas. En tout cas, hier j'ai encore avancé ma lecture audio de l'Assassin de la rue Voltaire parce que hier j'avais rendez-vous chez le dentiste et du coup j'avais pris ma voiture, donc j'ai écouté presque quasiment 1 heure, donc ça c'était plutôt cool. Donc j'ai dépassé le premier tiers du roman, donc voilà, je m'approche doucement de la moitié et c'est pas mal. Voilà, j'aime toujours autant. Je regrette un peu d'avoir mis autant de temps en fait entre les tomes par contre, mais bon ça va, je me suis remise dans l'histoire, mais c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps. Bref, voilà, je vais vous montrer mes nouvelles lectures et puis c'est tout. Donc je vous parle alors que le vent se lève, les avions passent, donc je sais pas trop si vous m'entendrez bien. Du coup, je lis les 3 Dahlia que j'aime sur Liseuse. Et alors les 2 nouvelles lectures que je commence en même temps, je sais pas trop comment faire en fait. Je vais commencer donc L'année du gel de Agathe Portail, Le crime s'invite au château. Je crois que c'est un tome 1 d'une nouvelle saga. Alors mon marque-page n'est pas du tout indicatif. J'ai pris le marque-page que m'avait offert Laurie. Très chat. Donc du coup je vous relis le résumé. Après un épisode de gel qui a dévasté ses vignes, Bernard Mazet se décide à ouvrir des chambres d'hôtes pour sauver sa propriété de Haut-Médoc. Une bande de copains trentenaires s'y retrouve pour passer quelques jours au vert, mais un cadavre s'invite dans la partie de campagne. Le major Dumberley, chef de la brigade locale, est chargé de l'affaire, tandis que les conflits d'intérêts émergent au sein de son équipe. Sa tante Daphné, vieille fille loufoque, s'immisce dans l'enquête. Il faudra exhumer bien des secrets pour que la lumière se fasse. En vrai j'aime bien, mais voilà, c'est un peu un espèce de huis clos
Voilà, donc ça quand même, ça me parle par rapport aux 3 dahlias, donc je sais pas trop comment lire celui-ci, mais c'est une lecture commune, du coup, que je fais avec Christelle notamment, c'est elle qui a lancé la lecture commune. Et voilà, donc ça c'est mon édition de chez J'ai lu. Je l'avais acheté un jour à Cultura parce que le sujet me disait bien. Et à côté de ça, avec Claire et Oran, je commence Les Lions de Sicile, la saga des Florio de Stefania Occhi au livre de poche. Donc livre qui m'avait été offert par la bouquinerie d'Émilie. Et que j'avais fait, enfin que j'avais échangé, que j'avais fait dédicacer du coup à Paris. Et là j'ai pris le marque-page de Claire, bien sûr, petit clin d'œil, du coup pour lire cette lecture, voilà, cette lecture commune. Donc là je vais vous lire le résumé aussi. 1799, Paolo et Ignacio Florio quittent leur Calabre natale pour s'installer à Palerme. Passionnés, ambitieux, les 2 frères et leur famille n'aspirent qu'à une chose, se hisser parmi les puissants de la ville. C'est compter sans le mépris des Palermitains qui voient d'un mauvais œil ces étrangers qui sentent la sueur. À force d'obstination et de volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce des épices, se frayent un chemin qui un jour peut-être leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de drames plus intimes, car Paolo et Ignacio, pourtant unis comme les doigts de la main, aiment la même femme. Succès phénoménal en Italie, bientôt adapté à l'écran par les producteurs de L'Amie prodigieuse, Les Lions de Sicile ouvrent une fresque passionnée et tourmentée à l'image de cette Italie du Sud qui en constitue le décor. J'ai trop envie de lire ça. Je suis tellement dans l'ambiance là. Voilà, donc 3 lectures en cours. Je sais pas comment je me suis débrouillée à organiser ça, on est déjà mercredi. Voilà, donc je vous dirai ce que je lis, comment je lis et quand je lis. Et voilà, bref, c'était juste pour vous introduire ça. Je vais retourner à mon écran. Je vais prendre mon café et je vous dis à plus. Ah, et en ce moment il y a un gros débat sur Instagram sur quand est-ce qu'on doit mentionner quand un produit est offert, non rémunéré, enfin c'est une communication non rémunérée ou un truc dans le genre. Gros débat, loi du 9 juin, je sais pas quoi. Donc je précise, ça a été offert par Émilie, donc c'est un cadeau mais c'est pas un service de presse. Ça, je me le suis acheté toute seule à Cultura il y a très longtemps. Et là, oui, c'est une épreuve non corrigée envoyée de la part de Cherche Midi. Et c'est une lecture non rémunérée. Je suis obligée de préciser manifestement. Donc je ne sais pas si je dois le préciser aussi à l'écrit, c'est encore assez flou, mais en tout cas à l'oral, vous saurez. Et maintenant je vous le dirai. Je pense qu'à l'oral c'est plus facile de le dire que vraiment sur une story Instagram quand tu montres juste ta lecture, lecture en cours, lecture commune, de préciser que c'est un livre que tu as reçu en service de presse ou pas. C'est pas un réflexe encore que j'ai, donc je vais essayer de m'y coller au mieux vis-à-vis de la loi et des évolutions pour les influenceurs. Voilà. À plus. Ah, et ma tasse est un produit. Ma tasse aussi est un produit. C'est pas un service de presse pour le coup, mais c'est un cadeau offert par Palais d'été dans une box. Et c'était une collaboration non rémunérée. Voilà. À plus. Aujourd'hui on est jeudi et il pleut des cordes aujourd'hui, enfin non il pleut des cordes ce soir. Jusqu'à présent il faisait pas trop moche. J'ai mes chats dehors qui jouent sous la pluie, ça devient n'importe quoi. J'ai été en librairie. Je croque. J'ai été en librairie pour à la base acheter des enveloppes, enfin j'étais chez Cultura et je devais aller acheter des enveloppes. J'ai acheté des enveloppes qui n'étaient pas de la bonne taille en plus, donc je dois y retourner. Et puis voilà, comme en fait le déluge s'est annoncé au moment où j'étais dans Cultura, eh bien j'en ai profité pour faire un tour. Alors, j'ai acheté 3 livres, dont 2 qui étaient sur ma wishlist, et j'ai eu 2 livres offerts, vous savez, parce que c'est les opérations d'été où il y a les bacs avec les livres offerts.
Alors plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai pris celui-ci que vous avez sûrement dû voir passer plein de fois, La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche, qui est sorti exclusivement en poche pour les fonds qui sont reversés à l'UNICEF. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un inédit, un livre acheté, 7 barres alimentaires d'urgence. Merci. Le chat est enfin rentré. 7 barres alimentaires d'urgence, voilà. De l'Afghanistan à la Somalie, du Yémen au Liban, de l'Ukraine au Pakistan, à toutes les frontières, les équipes de l'UNICEF sont là pour fournir aux enfants les soins et les protections dont ils ont besoin. Aidez-nous à répondre aux urgences. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai juste vu sur Instagram que plein de personnes l'avaient lu et avaient pleuré, étaient très sensibles à cette histoire. Et donc j'ai craqué, et puis voilà, on fait une bonne action. Et puis il serait temps que je lise Melissa d'Acosta après avoir accumulé à peu près tous ces romans dans ma bibliothèque. Je ne l'ai encore jamais lu, je me dis ça peut être pas mal de commencer par là. Donc ça de toute façon c'était dans ma wishlist parce que je comptais ne serait-ce que faire un geste financier pour la bonne cause. Ensuite j'ai acheté un autre livre qui n'a absolument rien à voir, qui est Boss Mama de Carol Llewellyn. Alors ça s'appelle Juge Llewellyn. Carole en fait c'est à la base, je la connaissais à la base parce que c'est une autrice. Je l'avais rencontrée au Salon du Livre de Paris, genre en 2016 ou en 2017, il y a très très longtemps. Elle avait écrit un livre, L'ombre de la lumière ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop, que j'avais beaucoup aimé, qu'elle m'avait envoyé en service de presse, et à l'époque j'étais un tout petit bébé, petite lectrice sur les réseaux sociaux. On avait eu un super échange, un super feeling, je l'avais rencontrée à Paris, c'était trop bien. Et entre temps, eh bien, Carole n'a pas écrit d'autres livres avant celui-là, mais elle est devenue la fondatrice de la marque June, que vous connaissez sûrement si vous êtes maman, puisque c'est une marque qui à la base s'est lancée dans les couches pour bébés. C'est devenu aussi une très grande, pour moi, une très grande femme entrepreneur extrêmement inspirante que je suis tous les jours quasiment sur les réseaux sociaux. Elle est aussi sur BFM Business, elle est dans la matinale le mercredi. Elle est notamment dans le livre qui s'appelle Patronne d'Albin Michel que j'avais acheté. Enfin, du côté business, en fait, elle est très inspirante pour moi. Et j'ai cette petite particularité de l'avoir connue à la base en tant que petite lectrice et voilà. Je sais que là donc elle vient de créer, de réaliser ce livre qui s'appelle Boss Mama, que je voulais absolument avoir. C'est les clés pour réussir par l'entrepreneur la plus atypique de la French Tech. Voilà, donc en gros c'est un peu son parcours parce que je sais qu'elle a eu un parcours compliqué. Elle a d'abord lancé une première Mac qui n'a pas marché et elle s'est relevée et elle a créé June qui marche extrêmement bien. C'est une merveilleuse compagnie maintenant. Et voilà, donc en fait là c'est l'histoire d'un empowerment féminin à la française pour cette boss mama ultra active qui inspire déjà au quotidien des milliers de followers sur les réseaux sociaux dont je fais partie et en fait c'est pas être fan de cette nana en soi, mais c'est l'admirer. J'admire réellement son courage, sa force de volonté. J'admire aussi le fait qu'elle ne se cache pas de ses faiblesses, de ses difficultés d'être une maman. En plus, elle s'est séparée de son conjoint, donc elle gère absolument tout toute seule. C'est voilà, c'est vraiment une superwoman et dans tous ses choix stratégiques au niveau de son entreprise que j'admire beaucoup. J'aime aussi ses prises de parole sur BFM que je trouve extrêmement pertinent à chaque fois qu'elle parle de la French Tech. Moi je plus sois. Donc voilà, j'avais mis ce livre sur ma wishlist. Clairement, je suis aussi là pour la soutenir parce que du coup, entre femmes, businesswomen françaises, même si moi, c'est à mon toute petite échelle, je plus sois toutes ces femmes-là. Et donc, c'est de la façon à moi de la soutenir. Si vous voulez, c'est aussi disponible aux éditions Prisma. Voilà, donc c'est un peu un parcours de vie. Ça parle à la fois de business et à la fois de sa vie, je pense. Mais voilà, donc je me suis acheté ça aussi. Avec le Melissa d'Acosta. Et je me suis acheté un troisième livre qui est La petite boutique au poison de Sarah Penner aux éditions Pocket, qui était également sur ma wishlist depuis très longtemps. En fait, tout était sur ma wishlist de chez Pocket. Du coup, je l'avais déjà mis sur ma wishlist quand c'est sorti en brochet chez
les éditions Faubourg Marigny. Du coup, ça m'avait beaucoup attirée et depuis, je suis passée à côté. C'est sorti en poche, ça fait longtemps, hein, ça vient pas de sortir. Mais comme là, j'ai vu, il y avait tous les bancs, vous savez, de chez Cultura, tous les bancs poches de l'été. Il y a plein de poches qui sont mis en avant comme ça. Pour les opérations un peu livre de plage et du coup je me suis dit punaise, il serait temps que je le prenne celui-là qui me tente beaucoup. Je vous lis le résumé. Je jure solennellement devant Dieu créateur de toutes choses de ne jamais administrer de poison. À ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone, hellebore, arsenic, on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3 Black Alley à condition qu'un homme violent en soit la victime. Et il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. Pas que. 2 siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise au pied de Colline, une américaine au cœur brisé, et avec elle toute une histoire de femme trop longtemps oubliée. Trop bien, j'adore. Bref, j'ai entendu que des bons échos dessus aussi, je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux, donc je l'avais ajouté à ma wishlist et... well, il a sauté dans mon panier. Ces 3 livres sont donc à 100% sponsorisés par ma carte bancaire. Voilà, donc je me suis acheté ça. Et je me suis acheté un énorme livre de marketing, absolument énorme, une espèce de bible colossale. Mais du coup, et un livre aussi pour mon conjoint. Du coup, je suis allée piocher des livres de poche dans le petit panier de livres offerts là. Et alors j'ai pris 2 livres, alors d'abord j'en avais pris qu'un qui me plaît parce que le sujet, voilà, vous allez dire mais oui on sait que c'est ton truc. Donc j'ai pris D'or et de sang, la malédiction des Valois de Catherine Hermary Vieille. Parce que j'ai lu. Ils ont été les derniers rois de la Renaissance, violents, dégénérés, soumis à la férule de Catherine de Médicis, mère abusive et régente ambitieuse qui tiendra jusqu'au bout un pouvoir que ses fils étaient incapables d'assumer. François II, Charles IX, Henri III, le duc d'Anjou, tous disparaîtront dans la fleur de l'âge, assassinés, emportés par la maladie ou la folie. Libres, rebelles, sensuels, leur sœur Marguerite, la perle des Valois, affiche une vie dissolue, collectionnant les amants. Elle acceptera pourtant de se plier à la raison d'État en épousant le futur Henri IV. Femme fatale, la reine Margot domine le roman de Catherine Hermary Vieille, qui nous plonge dans les fastes et les horreurs d'une cour de France hantée par les espions, les empoisonneurs et les spadassins, je ne sais pas ce que c'est, gouvernée par des fauves sanguinaires. J'adore. Voilà. Et ensuite, alors ça c'est la couverture qui m'a... Je me suis dit, oh putain, on est peut-être cru à un Agatha Christie. Bon, pas vraiment, mais quand même. C'est la Villa Taylor de Canesi et Ramani. J'aime beaucoup cette couverture. Je me suis dit ça pourrait être un Agatha Christie en Orient. J'adore. Alors, du coup, là, j'ai pas tout lu le résumé, mais le début m'a parlé, du coup, je l'ai pris. Diane, une jeune femme au caractère bien trempé, dirige une banque d'affaires parisienne. Son ascension professionnelle fulgurante est aux antipodes de sa vie personnelle qui se résume en un mot, désert. Un désert surgit des zones d'ombre de son enfance. À la mort de sa grand-mère, elle hérite de la luxueuse villa Taylor à Marrakech, un lieu mythique qui renferme toutes les clés du passé de Diane, scrupuleusement dissimulées par son entourage. L'obsession de retrouver sa mère qu'elle n'a pas connue lui revient alors. Peu à peu, grâce à Halima, la gouvernante, Hassan, le jardinier aveugle, et Agathe, l'amie de sa grand-mère, elle va lever le voile sur les énigmes de son existence. Secret de famille, jeune femme contemporaine et active, décor oriental. Voilà. J'ai peu d'arguments ce soir, je suis désolée. Mais clairement, je me suis dit, ça c'est trop bien pour l'été, c'est génial, ça a l'air trop bien. Je connais pas. Canesi et Ramani. Alors, c'est Michael Canesi et Jamil Ramani sont tous les deux médecins. Leur premier roman, Le syndrome de Lazare, a été adapté au cinéma par André Téquiné sous le titre Les Témoins. Ils sont également les auteurs d'un roman très remarqué, Alger sans Mozart. Villa Taylor est leur 5e roman. Donc, ce sont des écritures à 4 mains. Bravo. Et ça a été à la base publié aux éditions Anne Carrière. Voilà, donc je suis repartie avec 5 romans, plus un énorme livre de marketing.
Voilà, à la base j'allais chercher des enveloppes. N'importe quoi. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai pas avancé ma lecture puisque hier soir j'avais un dîner d'anniversaire, donc je n'ai pas lu. Donc je vous reprendrai plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi, vendredi matin, et en fait là j'ai un œil tout gonflé. Je me suis fait piquer dans la nuit par un moustique sur la paupière. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa, mais du coup j'ai un petit... Bref. Hier soir en fait je suis allée à la boîte aux lettres et j'avais un colis qui est tout beau, tout rouge, tout pailleté. Et du coup bah, j'avais envie de savoir ce que c'était, donc je me suis dit bon bah go l'ouvrir avec vous. Là on est en milieu de matinée. J'ai un peu le nez pris. Ah oui d'accord. Et donc c'est un livre qui me vient des éditions La Martinière. Donc déjà merci à eux. Donc c'est une collaboration non rémunérée, je précise. Et donc c'est Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin. Il est mieux là. Du coup ça me tentait pas mal. On a tous chez soi une vieille boîte à chaussures remplie de nos lettres des années lycée. Imaginez que vous ouvriez cette boîte. Imaginez que vous n'ayez aucun souvenir des amis qui vous ont écrit ni de votre premier amour, un trou noir. Imaginez qu'une des lettres qui vous était adressée se finisse par ces mots. Florence dit que tu es un monstre, qu'elle t'a vu faire, elle jure qu'elle a entendu les cris, je ne veux pas la croire. Partiriez-vous comme Alice près de 30 ans plus tard à la recherche de votre mémoire blessée, même au prix de tout ce que vous avez de plus cher, un roman remarquable de maîtrise et d'acuité sur les secrets de famille et leur impact sur nos vies, à la façon d'une Ruth Randall française, je sais pas qui c'est. Vanessa Caffin déploie une intrigue virtuose et haletante. Ça a l'air bien, hein? Moi ça m'a parlé. J'ai cru que ça c'était d'elle. Du coup, le roman est pas si long. Il fait 290 pages. Et du coup, ça a l'air très mystérieux. Mon inconscient est un monstre qui se nourrit de mes peurs et c'est sans doute la raison pour laquelle chez moi, les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour. J'adore. Bon, bah voilà, une nouvelle lecture qui s'invite dans ma pile à lire. La couverture est très belle. Très jolie. Donc merci beaucoup à La Martinière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est samedi matin. Je me suis levée un peu tard aujourd'hui parce que j'ai très mal dormi. Mais bref, du coup j'étais au soleil là, je suis en train de cramer littéralement. J'ai trop chaud donc je rentre. Tout ça pour vous dire que hier j'ai terminé sur ma liseuse ma lecture de Kitty Watson, Les 3 Dahlia. C'est donc un nouveau Cozy Crème qui va sortir cet automne au Cherche Midi. Et c'est trop bien. Je ne peux pas encore vous en parler au niveau de l'histoire, je ne peux pas encore vous montrer la couverture. Je peux juste vous dire que ça sort le 28 septembre, donc c'est dans longtemps. Et que j'aurai l'occasion de vous en reparler ici et sur les réseaux sociaux, donc ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Mais c'est une pépite. Voilà, donc bref, j'ai terminé ça hier et j'avais pas commencé autre chose. J'ai commencé ce matin Les Lions de Sicile de Stefania Occhi. Aussi, je ne sais pas. Au livre de poche que m'avait offert Amélie, que j'avais racheté, puis rééchangé, bref, pour le faire dédicacer. Donc, pour moi, ça reste un cadeau d'Amélie que j'ai fait dédicacer à Paris. Je suis très contente. Et donc du coup j'ai commencé, je suis page 40, donc j'ai commencé quoi. Et ça s'annonce très bien. Donc ici c'est une saga familiale, c'est un tome 1 qui a été initialement publié chez Albin Michel. Le tome 2 vient de sortir, enfin est sorti là au printemps, aussi chez le livre de poche. Et le tome 3 est encore en grand format. C'est donc une saga familiale qui se passe au XVIIIe siècle en Sicile. Et au tout début du roman, eh bien, on va suivre une famille qui habite dans un petit village de Sicile. On est en 1783 je crois.
Et en fait, suite à un grand tremblement de terre qui va traumatiser un petit peu la famille, donc c'est la famille, c'est vraiment la famille à l'italienne, hein, c'est les cousins, les frères, la belle-sœur, le neveu, la nièce, enfin c'est vraiment une grande famille, qui sont dans le commerce d'épices, enfin pas du commerce d'épices, oui dans le commerce d'épices et le commerce fluvial on va dire, entre Palerme et Naples. Et du coup en fait ici en Sicile, à la base en Calabre pour s'installer à Palerme et reconstruire leur vie parce que en fait il y a des tremblements de terre en Calabre, ça va plus, ils sont dans l'insécurité, ils ont envie de changer de vie et les hommes de la famille donc décident de partir et donc j'en suis là. Donc c'est une fresque familiale et qui veulent voilà, se lister parmi les puissants de la ville, mais apparemment ils vont pas être très bien accueillis à Palerme. Bref, c'est une fresque familiale, saga comme je les aime, en Italie, historique, c'est à tout pour me plaire, donc je lis ça en lecture commune avec Claire et Oran. Claire nous a bien devancé, avec Oran je crois qu'on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, sinon j'ai presque terminé mon livre audio, mon tome 3 du Loup des Cordeliers. J'ai mis un peu à bout de bras parce que vous êtes branchés sur mon chargeur, je n'ai plus de batterie. J'ai bientôt terminé le tome 3 des Loups des Cordeliers en audio de Henri Levenbruck, il me reste 1h15, donc sur 10 heures je crois. Donc clairement, je suis à la fin, j'attends le dénouement final. Voilà. Je vous en reparlerai bien sûr, mais c'est tout aussi bien, c'est toujours si bien raconté, le lecteur, la voix du lecteur j'adore, c'était la même que pour le tome 1 et 2 et je me régale. Voilà, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille absolument me préparer et que je range un peu ma maison et après je vais déjeuner avec ma maman. Bien, aujourd'hui on est lundi et je viens faire un petit récap sur ce week-end et conclure le carnet de bord. Je pense déjà que je vais mettre mes lunettes. Voilà, ce sera mieux. Alors, pour ce qui est de mes lectures, j'ai terminé les 3 dahlias sur mes liseuses. Comme je vous le disais rapidement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça ressemble énormément à un remake d'Agatha Christie, version contemporaine dans une grande demeure. Mais je n'en dirai pas plus. Rendez-vous cet automne pour vous en reparler. Sinon, j'ai terminé également mon livre audio qui était, d'ailleurs je vais enlever mon marque-page parce que je l'ai fini, qui était L'assassin de la Voltaire d'Henri Levenbruck aux éditions XO, qui est un tome 3. Je vous ai menti en vous disant, non je me suis trompée, je ne savais pas, je pensais que cette saga se terminait là, je pensais que c'était une trilogie qui prenait fin avec ce tome, donc des enquêtes de Gabriel Joly, mais en fait non, puisque à la fin de celui-ci, ça laisse entendre qu'il y aura une suite. Donc il y aura bien une suite à ce tome, et d'ailleurs je crois qu'Henri Levenbruck est en train de l'écrire maintenant, puisqu'une abonnée me l'a dit en message. Bref, donc dans ce tome là on va retrouver Gabriel Joly et c'est un peu un huis clos dans ce tome, c'est très différent des 2 précédents, surtout le tome 2 qui était très une aventure, disons un peu de pirates, une course poursuite à travers les lieux différents, etc. Ici on est plutôt dans un huis clos, on est dans un théâtre de la Comédie Française et j'ai des antennes pour capter et du coup ici on va avoir une série de meurtres avec plusieurs cadavres et Gabriel Joly va tenter de les élucider alors que lui-même n'est pas au mieux de sa forme. Il y a aussi une très jolie morale dans la fin de ce livre. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est toujours aussi dynamique, ça va vite, il se passe plein de trucs, il y a plein de dénouements, il y a plein d'infos, il y a plein de... Enfin, ça va très vite avec Henri Levenbruck et on ne voit pas défiler les pages. J'aime beaucoup aussi l'utilisation du langage d'époque
l'utilisation de personnages historiques réels aussi, de décors réels. Je trouve que c'est très immersif et très scénaristique en fait comme type de roman. Donc voilà, donc encore une fois, adoré. Sur Audible, c'est super agréable parce que en fait c'est le même lecteur qui a lu les deux premiers et il le lit extrêmement bien. Donc j'ai pas noté son nom malheureusement, mais c'est très bien lu. Donc voilà, donc celui-ci va rejoindre ma bibliothèque avec les autres Henri Levenbrück et du coup d'avance il me reste le tout dernier, donc les réfugiés de Blackmore ou un truc comme ça, d'Henri Levenbrück, et j'en ai un vieux aussi que j'ai acheté au salon du livre qui est la suite du rasoir d'Occam avec les aventures de Harry Mackenzie que j'ai aussi en poche. Voilà, donc deux autres Henri Levenbrück qui sont dans ma palle. J'ai encore de quoi faire. Du coup j'ai recommencé un livre que je me suis acheté samedi. Vous avez vu, j'étais en librairie avec ma maman samedi et je me suis donc acheté Atlas, donc le tome 8 des 7 sœurs, puisque j'ai compris que je ne recevrai jamais ce livre de la part de Charleston. Apparemment j'aurais reçu un mail mais je ne l'ai pas reçu, mais bref, passons. C'est pas grave, je ne vais plus attendre, et donc du coup je me suis procuré le baby, la brique, le pavé, mais bon, c'est que du bonheur, hein. Donc Atlas, qui est donc le 8e tome des 7 sœurs, que vous connaissez très probablement, cette saga génialissime que je lis depuis très longtemps, depuis que je suis lectrice Charleston, donc depuis 2018. Je l'ai commencé moi j'ai commencé par le tome 4 puisque j'étais lectrice Charleston pour le tome 4, et donc là on est au tome 8. Ici donc c'est écrit Lucinda Riley et Harry Whittaker. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent carnet de bord puisque j'avais téléchargé sur Nextory, et du coup là j'ai recommencé. Alors, je sais pas où j'en suis. Je sais pas trop où j'en suis. Je suis vraiment au début hein, parce que du coup j'ai voulu vraiment finir Henri Levenbrück et recommencer depuis le début l'histoire de Passolt. Donc voilà, donc c'est ma nouvelle lecture audio puisque j'avoue que je me sentais pas là. Le pavé dans les bras. Après c'est un beau bébé hein, mais j'ai tellement pas envie de l'abîmer. Donc du coup ça a été mon achat du week-end et ma nouvelle lecture audio. Comme ça on reste dans l'ambiance. Sinon, niveau lecture, vous savez, j'ai 2 lectures en cours que j'ai pas franchement avancé. J'ai commencé Les Lions de Sicile de Stefania Occhi. J'ai lu 40 pages, mais ça commence bien. Donc je vous en parle pas, hein, évidemment, j'ai pas assez lu pour vous en parler. Mais c'est une saga familiale qui se passe en 1799. Voilà, en Italie bien entendu, mais je vous ai déjà parlé très brièvement la dernière fois. Et du coup j'ai avancé un peu plus mon autre lecture, qui est quand même une lecture plus courte et plus dynamique, mais complètement différente, puisque là c'est un peu comme une enquête, un peu cosy mystery, alors que ça c'est historique, et ça c'est plus, enfin c'est pas plus ma cam, mais ça c'est très historique, très passionnant, très lent, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, parce que c'est historique. Ça c'est une enquête, donc ça va beaucoup plus vite. Par contre on est dans le monde viticole, c'est assez intéressant. Et du coup voilà, j'ai lu à peu près 80 pages de L'année du gel. Le crime s'invite au château d'Agathe Portal. Donc j'en suis là. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ça au maximum, et je reprendrai Les Lions de Sicile plus tard, parce que j'ai pas envie de... En fait, lire les deux en même temps, j'arrive pas trop. Donc je vais avancer ça. Si jamais je trouve qu'il y a des longueurs ou quoi, je passerai, j'alternerai. Mais en gros, c'est mes 2 lectures de la semaine prochaine. Donc sans surprise, dans le prochain carnet de bord, vous allez les voir passer. J'en suis désolée. Et du coup, je vais vous parler de ça. Voilà, donc je vous reparlerai un peu plus aussi des enquêtes, parce que j'ai pas lu assez pour l'instant. Sinon, j'ai reçu un paquet samedi, je ne l'ai pas ouvert, mais je pense savoir ce que c'est, car ça me vient de la part des éditions Albin Michel, donc je pense que c'est un des 2 livres que j'ai demandé pour la rentrée littéraire de chez Albin Michel. Oui, yes, celui que j'attendais. Celui que j'attendais, c'est donc le Clélia Renucci, le pavillon des oiseaux. J'ai adoré le paradis. Comment ça s'appelait? Ah, là, je l'ai dédicacé. Comment il s'appelait le premier tome? Concours pour le paradis. Et donc, c'est la suite, un petit peu.
renouant avec la sensibilité italienne. Alors, sur les hauteurs de la colline du Pincio à Rome, niché dans les jardins de la Villa Médicis, un pavillon privé orné de fresques d'oiseaux, de nymphes et de grotesques accueillera les amours secrètes de Clélia Farnese. Fille illégitime du cardinal Alessandro Farnese et épouse du baron Cesarini, maîtresse de Ferdinand de Médicis, Clélia Farnese, beauté enviée et esprit libre dans un monde d'hommes, incarne la grandeur et la décadence de son époque portée au nu avant d'être jetée en pâture. Elle pèlera de sa vie son désir de liberté et d'indépendance, sa soif d'art et de culture. Amour, pouvoir et violence dans la Rome de la fin de la Renaissance, donc Clélia Farnese, esprit libre et rebelle, incarne la grandeur et la décadence. Donc j'imagine que c'est cette dame. Couverture, Narcisse, ah non, pas du tout. C'est de Bronzino, la descente aux limbes. Et le détail, donc le personnage qu'on voit là, c'est Judith. 1552. Voilà, donc ce n'est pas du tout, Clélia. Voilà, j'ai trop hâte, comment vous dire, et puis merci infiniment parce que j'ai une dédicace pour Estelle. Ce pavillon des oiseaux, au pavillon des oiseaux, la rumeur peut-elle aussi tuer une femme du... Ah, ok, du XVIe siècle, ok, amicalement, Clélia Rinucci. Hey, merci beaucoup, je sais pas quand est-ce qu'il sort, je pense qu'il sort très bientôt parce que souvent la rentrée littéraire on enchaîne après, donc ça doit être juillet, ou alors il est déjà sorti et je suis à la bourre, mais il me semble pas l'avoir vu encore. Donc merci beaucoup. Et voilà, c'est un des 2 livres que j'avais demandé pour la rentrée littéraire d'Albert Michel. L'autre c'est Les Amants de Lutetia. Donc voilà, c'est les 2 qui me faisaient le plus envie. Il y en avait d'autres qui m'inspiraient aussi, mais j'étais pas autant dans l'attente que le Clélia Rinucci, dont je suis sûre d'aimer les écrits. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de le lire avec Florence, parce que je sais que Florence Books elle l'a reçu aussi. Je pense qu'on va essayer de se le caler dans l'été. Et voilà, et je vous en reparlerai très vite. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Moi je vous laisse ici, je vous retrouve dans le prochain carnet de bord. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis ciao!